Le XIIIe siècle pour le peuple juif en Europe, c'est vraiment une histoire de contraste saisissant. D'un côté, une pression, des persécutions de plus en plus fortes, et de l'autre, une explosion de créativité intellectuelle, mais incroyable. Alors comment ces deux choses peuvent-elles exister en même temps? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà, cette citation, elle résume parfaitement le truc. C'est vraiment ça, le cœur du sujet. On a d'un côté la peur, les expulsions, et de l'autre, des débats d'idées d'une richesse folle. C'est cette tension permanente entre l'ombre et la lumière qui va tout définir. Alors, pour bien comprendre, commençons par le côté le plus dur, le côté sombre. Il faut d'abord poser le décor, voir quelle était la menace qui pesait sur les communautés juives, notamment en Europe de l'Ouest. Ok, alors qu'est-ce qui se passe en Europe à ce moment-là? Eh bien, le paysage politique est en pleine ébullition. On voit des rois, des monarques devenir de plus en plus puissants. Ils veulent centraliser leur pouvoir, unifier leur territoire, et ça passe souvent par une seule foi, une seule religion. Forcément, pour les communautés juives qui vivaient avec une certaine autonomie, c'est le début des ennuis. Cette relative tranquillité, elle commence sérieusement à se fissurer. Et quand on parle de disputes religieuses, attention, faut pas s'imaginer un débat d'idées courtois entre intellectuels. Pas du tout. C'était bien souvent des mises en scène, des sortes de procès publics organisés par l'Église. Le but, c'était de montrer sa supériorité, et les chefs religieux juifs étaient forcés de se défendre dans un jeu où les dés étaient pipés dès le départ. Et cette pression, elle monte crescendo, de manière vraiment brutale. Regardez la chronologie. Tout commence en 1240, à Paris, avec un grand débat forcé sur le Talmud. 2 ans plus tard, à peine, on passe des mots aux actes. Des milliers de ces textes sacrés sont brûlés en place publique. C'est un choc terrible. Et puis, le coup de grâce, en 1290, l'expulsion pure et simple de tous les Juifs d'Angleterre. En l'espace de 50 ans, on est passé de la controverse intellectuelle à l'exil forcé. Le message envoyé est glaçant. Et attention, ces grandes dates, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Au quotidien, la vie devenait de plus en plus difficile. On parle d'expulsion locale, de flambée de violence, d'une marginalisation qui s'installait petit à petit. L'avenir était de plus en plus incertain, de plus en plus précaire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure absolument fascinante. Parce qu'au milieu de toute cette noirceur, on pourrait s'attendre à un effondrement, à un silence. Mais non, c'est tout le contraire qui se produit. La pensée juive va connaître une véritable explosion de créativité. C'est l'autre facette de ce siècle, sa part de lumière éclatante. Cette effervescence, elle ne vient pas que de l'extérieur. À l'intérieur même du judaïsme, ça bouillonne. Il y a un débat intellectuel hyper intense. D'un côté, on a les héritiers de Maïmonide, avec une approche très philosophique, très rationaliste, et de l'autre, les tosafistes, qui sont les maîtres de l'analyse pure et dure du Talmud. C'est une vraie bataille d'idées, et c'est elle qui va façonner le judaïsme pour les siècles à venir. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de ce grand débat entre la raison et la tradition, un tout nouveau courant spirituel va déferler avec une force incroyable, la Kabbale. Née dans le sud de la France et en Espagne, c'est une approche mystique, une quête pour comprendre la nature cachée de Dieu, les secrets de l'univers. C'est une toute nouvelle porte qui s'ouvre. Et ce courant mystique va avoir son texte fondateur, son chef-d'œuvre, le Zohar, le livre de la splendeur. Quand ce livre apparaît en Espagne vers la fin du siècle, c'est une véritable déflagration spirituelle. Il deviendra l'un des piliers de la mystique juive. On y est. C'est ça, le cœur du paradoxe. Face au bûcher de livres, face au décret d'expulsion, la réponse n'est pas l'abattement, c'est une floraison d'idées, un foisonnement intellectuel. C'est une preuve de résilience juste incroyable. On a l'impression que plus la pression extérieure est forte, plus la vie intérieure devient riche et intense. Bon, on a vu l'ombre, on a vu la lumière. Maintenant, comment est-ce qu'on relie les deux? Quel est l'héritage de ce siècle si paradoxal? C'est ce qu'on va voir pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, l'héritage est triple et il est massif. Premièrement, pour le judaïsme d'Europe de l'Ouest, c'est clair, une longue période très sombre commence. Deuxièmement, sur le plan spirituel, la Kabbale s'installe pour de bon comme un pilier central. Et troisièmement, géographiquement, le cœur battant du monde juif commence un lent mais inexorable déplacement vers l'Est. Et ce voyage vers l'Est, il a des destinations bien précises. Pendant que les communautés en Angleterre ou en France sont sous une pression terrible, de nouvelles communautés, elles, grandissent et se renforcent, en particulier en Pologne et en Lituanie. Ce sont elles qui vont devenir, pour des siècles, les nouveaux grands centres de la vie juive. On termine donc avec cette question qui est finalement la question centrale de toute cette histoire.
comment l'adversité, la persécution, peut-elle non seulement être surmontée, mais aussi devenir un moteur de créativité aussi profonde. C'est le grand mystère que nous laisse le XIIIe siècle. Une histoire où, au cœur de l'ombre la plus totale, une communauté a su trouver une lumière intérieure inoubliable. Une question qui nous parle encore aujourd'hui,